La parole est au procureur pour son réquisitoire. Regardez-moi dans le blanc des yeux, enfin de l'œil. Bien, mesdames, messieurs les jurés, Françaises, Français, gilets jaunes, gilets jetables, public chéri, Hiroshima, mon amour... pourquoi pas Auschwitz, mon loulou, moi. Bon. J'essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas. Je n'y dérangerai donc pas plus aujourd'hui qu'hier. Madame Lynn Kedin, j'ai vu des orthographes différentes d'ailleurs marquées sur Twitter, est coupable de tous les chefs d'accusation et voilà pourquoi. Et si vous me permettez, je ferai une brève présentation en deux parties, également appelé plan Sciences Po. Vous savez, le plan Sciences Po, c'est généralement le partie A, l'Angleterre est une île, partie B, c'est une terre entourée d'eau. Non, allez, pouf pouf là. On va faire quand même, si vous me permettez, et je pense que les différents témoignages et expertises que nous avons écoutées ce soir nous ont permis de voir qu'il y avait en fait deux approches des réseaux sociaux. La première approche qui repose sur l'utilisation publique que l'on en fait, et la seconde qui concerne plutôt l'utilisation de réseaux sociaux où le public et le professionnel se mélangent, si vous me permettez. Et d'ailleurs, je me suis mélangé parce que le premier, c'était professionnel. Bien. Allez, je m'attacherai plus à critiquer et à demander la condamnation sur la base de l'utilisation des réseaux sociaux publics, si vous me permettez. En fait, nous vivons dans un monde sans âme, où l'individualisme a pris le pas sur le collectif. Il n'est en cela que le reflet de notre temps et de revendications malhabiles à partager. Ce qui explique généralement que je manifeste toujours tout seul. Au reste, mes idées sont trop originales pour susciter l'adhésion des masses bêlantes, ataviquement acquises, aux promiscuités transpirantes et braillardes, inhérentes à la vulgarité du régime démocratique imposé chez nous depuis 2 siècles par la canaille régicide. Ça va, ça vous rappelle des choses? C'est bon, hein? Mais enfin, réfléchissez un peu. Redevenons un petit peu sérieux, si vous me permettez. Les processus globaux deviennent trop compliqués pour qu'une seule personne ne les comprenne. Mais alors, comment connaître la vérité sur le monde et éviter la propagande et la désinformation? Nous en savons moins que nous le pensons. Réfléchissez. La pensée libérale s'est construite sur la confiance en un individu rationnel. La démocratie se fonde sur le fait que l'électeur sait à quoi s'en tenir. Le capitalisme de marché croit que le client a toujours raison. Et les enseignants, que certains ici sommes, pensent que les étudiants pensent par eux-mêmes. Ça va, les étudiants? C'est bon. Oui, on a tort de placer une telle confiance dans l'individu rationnel. On sait bien que nombre de décisions sont fondées sur des choix non rationnels et des raccourcis heuristiques plutôt que sur l'analyse rationnelle, plutôt que sur des faits. De même que la rationalité aussi. L'individualité est également un mythe. Les individus pensent rarement par eux-mêmes. Nous pensons plutôt en groupe. Aucun individu n'a toutes les connaissances nécessaires pour aujourd'hui faire face aux projets que nous lançons. L'une des forces que nous avons développées au cours de ces siècles passés, c'est d'être capable de penser en groupe. Pris séparément, nous ne savons que peu de choses du monde qui nous entoure, ni même de l'entreprise. La complexification de notre environnement et la spécialisation des connaissances fait que même nous en savons de moins en moins. Nous avons en permanence besoin du savoir-faire des autres. Et nous faisons semblant de savoir, en nous appropriant de manière très parcellaire le savoir des autres. Ceci nous amène à considérer plus les symptômes que les causes, les résultats plus que les concepts sous-jacents, et à faire tout un ensemble de raccourcis. Pourquoi pas, somme toute? Pourrions-nous accumuler toutes ces connaissances et ces savoirs? Bien sûr que non. C'est peut-être là que prend sa source notre peur de l'IA et la méfiance que nous pouvons développer à l'encontre des réseaux sociaux, gigantesques zones du savoir, de partage du savoir et de non-droit. L'illusion de la connaissance a son revers.
Le monde est bien plus complexe et la profusion d'une information sélectionnée par des algorithmes, nous en avons largement parlé ici, ou par un réseau de personnes, car n'oublions pas quand même une chose, c'est qu'un réseau social, c'est avant tout un réseau humain, fait que nous ne mesurons pas combien nous sommes ignorants de ce qui nous entoure. En conséquence, nous assistons actuellement à l'éclosion de nombre d'experts autoproclamés qui, se fondant sur des bribes de connaissances de surface, vous assènent leur vérité sur le bonheur au travail, les relations sociales, le management, les ressources humaines, la gestion des organisations, etc. Et tout ceci en mode copier-coller. Les réseaux sociaux nous enferment dans une chambre d'écho d'amis qui partagent nos opinions, au sein de laquelle nos croyances sont constamment renforcées et rarement remises en question. Il est peu probable que fournir des informations plus nombreuses et plus fiables permette d'arranger les choses. Chiffres incontestables, rapports d'experts ne présentent malheureusement que peu d'utilité, car la plupart de nos opinions sont façonnées par la pensée collective plus que par la rationalité individuelle. Et notre attachement à ces opinions tient à la loyauté envers le groupe. Nous avons véritablement développé un esprit de meute. Les phénomènes de haters, trolls et autres caractères déplaisants ne sont en fait pour moi que l'illustration de l'existence de zones de friction entre ces meutes, ou parfois quelques loups solitaires venant vous mordiller les mollets pour tester la solidité de celle-ci. Les réseaux sociaux nous donnent un prisme déformant de la réalité. Dans un récent article publié sur l'excellent site de monsieur l'avocat de la défense, monsieur Loïc Le Morlec, qui officiait à ma place lors de la précédente audience, a mis en évidence le caractère trompeur de la mode de l'entreprise libérée, qui numériquement ne correspondait à rien, que ce soit en nombre d'entreprises ou de salariés concernés. L'émergence des modes managériales, entreprise libérée, bonheur au travail, est une plaie qui ne permet pas de travailler sur les vrais problèmes des organisations et de nos fonctionnements. Alors oui, les réseaux sociaux, dans ce qu'ils ont de la propagation au niveau du public de tout un ensemble d'idées reçues, ils sont coupables. Ils sont coupables du FOMO, dont je suis moi-même atteint. D'ailleurs, vous avez remarqué, je ne sais pas faire autrement que de répondre à mon téléphone. J'ai toujours peur de rater une information. Du repli sur soi, des croyances en mode sectaire, de diffusion, de propagation d'infox, terme maintenant retenu pour parler de fake news. Il constitue en ça un véritable danger pour notre jeunesse. Car comme pour la plupart des maladies mentales qui sont en vente dans les catalogues des psychopsychiatres et autres CHO, l'addiction aux réseaux sociaux se caractérise essentiellement par la dégénérescence dramatique de la personnalité et une perte progressive du libre arbitre. Privé du moindre sens critique, le surfeur californien, enfin pas californien, en est réduit à se ventouser l'ego et à se cloquer le sens artistique sur ceux d'une poignée de personnages quelconques, morts ou vifs, dont d'autres surfeurs leur font croire qu'ils sont à la mode. Autant le strabisme est divergent chez Sartre, autant le surf est convergent chez l'homme. Récemment encore, nous avons vu l'éclosion de mouvements issus de cette nouvelle forme de sagesse populaire. Enfin, la sagesse populaire, on le connaît. C'est celle qui a élu Hitler en 1933. Sur ce, je vais laisser la parole à la défense. Et je vais de ce pas poster ma plaidoirie sur mon compte LinkedIn.